Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la mi-saison du Real Madrid. Déjà 4 mois de compétition et il s'est passé pas mal de choses. On a assez de matière à décortiquer et justement, pour en parler, je suis accompagné d'un expert sur le sujet. Victor, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Expert, je sais pas, peut-être expert avec un grand H, mais on va essayer justement de rentrer dans le détail de cette mi-saison qui m'aura plus qu'agacé dans sa totalité, hein. Moi, je t'avouerai que moi aussi, c'était même, je dirais même l'année 2025 qui a été très compliquée pour ce Real Madrid. En tout cas, Ça a merci à oublié. toi d'avoir accepté l'invitation, de te rendre disponible. Je sais que tu es pas mal pris, tu as un calendrier chargé. Victor, pour ceux qui connaissent pas, membre du JDR, le journal du Real, le média YouTube qui couvre l'actualité Real Madrid. Il y a des vidéos quasiment tous les jours, des vidéos actualité, prévia, conférences de presse, des lives aussi. Le petit café Real aussi le matin. Tu coules ton café, tu viens avec Victor. Tu peux parler de Alpha Space, de couloir guardiolien dès 8h du matin. Il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à aller checker ce que fait le frérot Victor sur le JDR. On va donner de la force, bien évidemment. Oui, puis nous aussi, hein. Toi aussi, parce que j'ai regardé un peu ce que tu faisais, et je sais que tu étais déjà passé quelques fois sur les lives, tout ça, j'avais vu Ouais. sur le chat, donc très content, franchement, de pouvoir discuter avec toi, très content de pouvoir faire ce bilan. Puis oui, voilà, le café réal, 8h30, en détente, dès le matin, si vous voulez Assez vous manger chill. de la tactique, voilà. Moi j'aime bien, perso. C'est assez chill. Donc ouais, plaisir partagé. On va revenir un petit peu sur cette mi-saison. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut la scinder un petit peu en deux parties. Tu as le mois de septembre-octobre qui est plutôt correct, bon, d'un point de vue comptable. Et ensuite, tu as ce mois de novembre cauchemardesque. Et décembre, tu essayes de remonter un petit peu la pente. Mais voilà, l'arrivée de Xabi Alonso, ses débuts, le contexte, le Real Madrid qui sort d'une saison blanche, qui n'a absolument rien gagné sous Ancelotti. Xabi Alonso arrive. Moi, personnellement, je suis hyper hype. Le discours est vraiment fun, frais. Ses conférences de presse, etc. Et moi, je suis très, très hype. Et un départ plutôt correct. Qu'est-ce que tu en penses? 7 matchs, 7 victoires. Est-ce que ces victoires reflètent réellement le niveau pour toi ou est-ce que c'était un petit peu des victoires peu convaincantes? On parle pas de la Coupe du Monde des clubs, donc on dit que commence c'est la par, saison dernière. on Ouais. commence par la saison, début de saison, mois d'août, septembre. Alors, moi, j'étais extrêmement hype aussi par l'arrivée de Xabi Alonso. C'était l'entraîneur que je voulais absolument au Real Madrid. J'avais suivi avec grande attention ces 2 saisons au Bayer Leverkusen, notamment la première, qui est historique, qui est peut-être même une des meilleures saisons en réalité du 21e siècle, quand on regarde froidement. Alors oui, ils font pas malheureusement le triplé avec l'Europa League, où ils perdent contre l'Atalanta, où d'ailleurs Xabi Alonso se fait froisser par Gasperini. Complètement. Mais non, j'étais extrêmement hype, très content que Xabi Alonso soit choisi, mais j'étais également extrêmement méfiant parce que ce Real Madrid, je commence à le connaître. J'avais des gros doutes au niveau de l'effectif. Comment est-ce que Xabi Alonso aussi allait gérer les égos? Il avait jamais connu un vestiaire comme celui-ci. J'avais fait mes recherches et je sais qu'en plus en Allemagne, ça avait été pointé du doigt un peu son manque de flegme dans la gestion des égos. Il avait benché des joueurs sans raison apparente, sans vraiment expliquer. Donc il y avait déjà eu 2-3 petits trucs en Allemagne où dans la gestion des hommes, il avait été un peu pointé du doigt, notamment sur sa dernière saison avec Leverkusen. Je me dis bon, ok, est-ce que la direction est vraiment prête à ce qu'il y ait un mec qui vienne et qui chamboule un peu les règles, parce que quand tu sors de 4 ans de Carlo Ancelotti, qui a une philosophie bien à lui, et que je respecte et que même j'adore, le football appartient aux joueurs, totale liberté, tu passes avec un entraîneur extrêmement rigoureux tactiquement, qui a une volonté protagoniste sur le terrain, là où nous on a été plutôt presque des antagonistes du jeu, quoi, à refuser le ballon, à se baser sur des individualités, là où le football collectif était plus qu'en vogue, avec Guardiola, Arteta, Jürgen Klopp. Enrique. Nous, un football anachronique, comme j'aime bien dire. De toute Ouais. façon, Carlo Ancelotti est un coach anachronique et il s'appuyait sur notamment des joueurs anachroniques, comme par Vini. exemple Vinicius Junior, qui est un mec, tu le mettais dans les années 2000, Vini, ça aurait été, il aurait peut-être déjà plus d'un ballon d'or en réalité, mais dans le football moderne, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées pour certains. Donc je me suis dit, bon, ok, trop bien, Xabi, mais tout ce mercato, déjà, en fait, moi, ça ressemblait beaucoup à une bombe à retardement, parce que t'as pas fait les ventes qu'il fallait faire. Ok. Je me suis dit, attends, tu vas garder Rodrigo, Vini, Bellingham, Mbappé, ok, comment est-ce que tu vas articuler ça? On connaît les statuts au Real Madrid.
Très bien. Bon, il arrive, la Coupe du Monde des clubs, c'est plutôt bien déroulé, même si t'as encore pris ta gifle contre le PSG. Et t'as le début de saison, où dès le premier match, je vois les changements de Xabi Alonso, notamment dans le contre-pressing, dans la pression, dans la volonté d'aller chercher plus haut. T'as ajouté quand même Carreras. Ça change, hein. T'as un arrière-gauche qui peut participer au jeu. Dean Huijsen, qui pour moi était la meilleure recrue du mercato estival, tout club confondu. Ça a mal vieilli, cette déclaration, ça a désormais. Un petit peu mal vieilli. Après, il a que 20 ans, ça arrivera. Mais c'était essentiel d'avoir un relanceur comme Dean Huijsen dans le système de jeu de Xabi Alonso. Mais tu lui as pas trouvé un milieu de terrain. Donc je repars avec le même problème. Mais comme ce que j'avais dit moi à la fin de la saison 24-25, on pointait beaucoup du doigt la défense parce qu'on a pris beaucoup de buts. Moi, mon plus gros problème, c'est qu'en fait, avec Kylian Mbappé, Rodrigo, Vini et Bellingham, t'étais à peine la deuxième meilleure attaque d'Espagne, à quasiment 40 buts du Barça, que t'avais une attaque extrêmement stéréotypée. Et en fait, J1, Osasuna, je crois, c'est ça, c'est Osasuna. 1-0, penalty de Mbappé. Y a rien. Voilà. Dans le jeu offensif, il n'y a rien qui change. Le deuxième match, rebelote, Oviedo. En plus, il décide de bencher Vini et Rodrigo. Et de là commence une gestion qui est pour moi une des plus grosses erreurs de Xabi Alonso, c'est la gestion Rodrigo-Vini. Alors, je l'ai pas compris aussi, ouais. Franchement. Mi-alternance, mi-Vini, je te laisse 3 matchs. D'un coup, je mets Rodrigo un match, mais Rodrigo, je lui laisse pas faire 2 matchs de suite, même s'il est pas mauvais. Vini qui fait un mauvais début de saison, mais c'est pas grave, je continue, j'insiste avec lui, mais je le sors à la 60e minute. Un peu compliqué sur ça, et sauf qu'offensivement, il n'y a rien qui change. Alors, la plus grosse satisfaction, et pourquoi tu vas chercher ces 7 victoires de suite, c'est que par contre, en termes de contrôle, t'es parfait. T'as réglé un de tes soucis, c'est que tu concèdes beaucoup moins d'occasions. Défensivement, je les ai trouvés solides. On est d'accord là-dessus. Exactement. Ouais. Militao, j'en ai rigolé beaucoup, mais pour moi, Militao, à ce moment-là, il a jamais été blessé pendant 2 ans. Enfin, il s'est jamais fait les croisés, Militao. Il était en vacances aux Bahamas. Mais c'est pas possible. Le niveau auquel il est revenu, extraordinaire. Pour moi, il fait partie du recrutement interne qu'on sous-estime. C'est que des fois, on a des joueurs en interne qu'on peut relancer. À l'image de, justement, Militao. À l'image d'Arda Güler, pour moi, qui fait partie de ce recrutement interne, un super début de saison. C'est ce qui marchait le mieux. Arda, Mbappé, cette connexion, c'était la force principale pour moi de ce Real Madrid. Et tu parlais de gestion de Xabi. C'est vrai que moi, j'ai pas compris non plus Trent, Carvajal. Un match sur 2, on change à chaque fois. Incompréhensible. Mastantuono, 18 ans, titulaire, pourquoi pas. Il répond à ses préceptes de jeu. Un joueur qui fait des efforts, qui est dans la pression, qui est volontaire. Techniquement, c'était un peu compliqué, mais faut indulgence obligée avec le petit. Il vient d'arriver, nouveau contexte, nouveau championnat. Ok. Mais c'est vrai que sur certains changements, beaucoup de rotation, incompréhensible. Vini, Rodrigo, tu le vois pas pendant 4 matchs, d'un coup, il fait 90 minutes. Et là, je te rejoins sur le fond, en fait, sur la forme, tu as tes victoires. Et je trouve quand même qu'il y avait une petite évolution, c'est-à-dire que dans les stats avancées, je me souviens, on était une équipe qui récupérait beaucoup de ballons dans le dernier tiers. On arrivait à se procurer la meilleure d'Europe. Et moi, j'étais choqué par ça. Le Real Madrid, quand on regarde le Real d'Ancelotti, c'était vraiment les opposés. On était aux antipodes de ce qu'on a réussi à faire. Et derrière, en fait, offensivement, t'étais trop prévisible. Déjà, on le sait, on va en revenir un peu plus tard sur les individualités. Mbappé, Vinicius, il y a un problème entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de lien vert, je suis désolé. Les mecs, ils évoluent dans la même zone d'influence, ils se marchent sur les pieds, il y a très peu de connexion. Franchement, j'ai du mal avec les deux là. Et derrière, donc, des choix de Xabi Alonso. Mais moi, je comprends pas ces choix qu'en fait, tu dois avoir une équipe qui roule et qui tourne pour pouvoir faire de la rotation. Nous, on avait besoin d'avoir un socle et avoir de la continuité. Mais c'est pareil pour les dispositifs, parce qu'on on parle d'hommes, mais les dispositifs, tu es d'accord avec moi qu'on a vu une défense à 3, un 4-2-3-1, un 4-4-2 par moment. Moi, par moment, j'y comprenais plus rien. J'essayais d'analyser, de voir ce qui se passe sur le terrain. J'arrivais plus à y comprendre. Est-ce que toi, au niveau de la tactique, comment tu l'as ressenti ? Non, mais c'est marrant parce que là, on commence par pointer du doigt Xabi. On va vite se rendre compte que Xabi, c'était loin d'être le problème. Hein. Ouais. Mais on peut pointer du doigt Xabi sur un truc, c'est que tu as une Coupe du Monde des clubs qui est intéressante. Tu mets en place des choses. Tu as l'opération de Jude Bellingham qui bousille les plans de Xabi Alonso sur notamment la défense à 3, jouer après dans une sorte de 3-5-2. Il comprend aussi rapidement, je pense, lorsqu'il entame la pré-saison après la Coupe du Monde des clubs, qu'avec Mbappé dans ton 11 et pas Gonzalo, tu peux peut-être pas jouer de la même manière là-dessus. Et Xabi, en fait, sur les 7 premiers matchs, tu gagnes. Tu as cet aspect de contrôle qui est super satisfaisant. Tu as cette mutation de je deviens une équipe de contre-pressing qui commence à être efficace. J'ai bien installé Arda Güler.
Mes recrues Carreras et Hussein, à mon sens, sont pertinentes. Trent, un peu timide. Je comprends aussi la rotation avec Carvajal, parce que Carvajal, lui, dès la J2, J3, il est un peu plus fort à l'instant T directement que Trent. Et puis, il y a le respect du capitaine. Trent, il arrive. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a plus gêné que ça. C'était plutôt vraiment cette ambiguïté autour de Vinicius Rodrigo qui, en fait, ce qui m'agace, c'est pas qu'il bench Vini, c'est plutôt qu'en fait, il donne pas de continuité à Rodrigo dans ce cas-là. Alors, Rodrigo, il était dans une période noire, mais si tu pars sur le principe de méritocratie, parce que le gros problème de Xabi Alonso sur le début de saison, c'est sa communication. Je veux reconnecter avec les Madridistas, je veux instaurer une méritocratie. Ceux qui ne courent pas iront sur le banc. C'est pas ce qu'on va voir sur le début de saison, mais par contre, on va voir des résultats. On va voir quand même une équipe qui joue différemment que sous Carlo Ancelotti. On va être confronté au même problème, c'est-à-dire un milieu de terrain qui manque de créativité, cruellement, malgré l'insertion d'Arda Güler, qui manque de qualité technique et cette prévisibilité en attaque qui est phénoménale, et toujours la même chose de ouais, mais Vini Mbappé, on va essayer en 2, peut-être que ça va même marcher. La réponse est non, ça change rien. Alors ce sont des joueurs qui sont capables de fulgurance, de te faire gagner des matchs. Il n'y a aucun débat, mais Xabi Alonso va être confronté à un mur. C'est que si tu veux un football protagoniste sans ballon, il faut que les joueurs courent, pressent de manière efficace. Mais ça fait pas partie de l'ADN de certains, tu le vois. Mais tu gagnes, parce que défensivement, t'es bien. Tu sens qu'il y a des joueurs qui, déjà, physiquement, ça commence à tirer la langue, c'est exigeant, mentalement. On se dit, ok, trop bien. Il y aura le premier gros test contre l'Atlético qui sera un des révélateurs aussi, parce que il fallait un gros match. On a eu un calendrier assez sympa, je trouve, sur le début de saison, histoire de bien te mettre en jambe aussi. C'est nuancé par l'adversité. Exactement. Voilà, Oviedo, t'as le déplacement à la Real Sociedad qu'on considérait comme un match quand même pas mal, sachant que tu joues à 10 contre 11, une bonne partie de la rencontre avec l'expulsion de Hussein. Mais tu te rends compte là, au vu du classement de la Real Sociedad, que c'était une bien pauvre Real Sociedad. T'as 2-3 matchs sympas, mais t'as pas de match référence. Le premier match à gros coefficient, c'est l'Atlético. Le premier test de Xabi. Ouais, et il se plante complètement. Là, tu te prends un mur, clairement. Tu te prends des dunks par Sorlot. Clairement, tu te prends un poster, pour reprendre un peu des citations NBA. Et clairement, moi, j'ai pas compris ce match. Il s'est complètement raté, la préparation de ce match. Il y a certains joueurs qui ont fait la connaissance d'un derby. Carreras, Hussein, t'en as parlé. Ils étaient à l'agonie sur ce match, j'ai le souvenir. Tu passes complètement à côté. Est-ce que tu pointes Xabi Alonso ou plutôt les joueurs sur ce match-là ? Ah non, parce que là, c'est les joueurs. En fait, la grosse interrogation... Alors, Xabi se trompe, hein, il se fait boire par Simeone dans... Bellingham qui revient trop tôt, je crois, il me semble aussi. Voilà, exactement, c'est l'intégration de Jude. Il met en place un 4-4-2 à plat avec Arda Güler à droite, Jude Bellingham à gauche, Vini Mbappé en pointe. L'appréciation de la rencontre, la préparation de la rencontre n'est pas bonne. Mais là où, en fait, on voulait vérifier quelque chose, c'était que, ok, il y a un nouveau coach. Carlo Ancelotti, ça a fini en eau de boudin, son aventure au Real, parce qu'on disait... c'est pas les joueurs, c'est Carlo Ancelotti qui leur demande de pas bien faire les choses. Non. Moi, l'année dernière, j'avais un discours qui était « Mais comment on peut reprocher cela à Carlo Ancelotti alors que ça a fait son succès sur les 3 dernières années ?» Là, c'est simplement les joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer les gros matchs. Au niveau de l'attitude, on rentre pas bien dans les matchs. D'écouter les consignes de Xabi. Et donc, en gros, moi, mon test contre l'Atlético, c'était « Ok, là, on va avoir une adversité. » Est-ce que, on va enfin pouvoir gagner un gros match ? Parce qu'à part la double confrontation contre City l'année dernière et le match aller contre l'Atlético, on gagne pas un seul gros match. Dans l'attitude, on est toujours à côté. Techniquement et tactiquement, on est limité contre les gros adversaires. Donc, c'était en mode, là, je veux que les joueurs répondent présent. Et on retombe totalement dans nos travers. On fait une mauvaise entame de match. L'Atlético te bouscule. T'as aucun répondant. T'as pas d'orgueil. Techniquement, t'es lamentable. Carreras et Hussein, premier derby à l'extérieur. C'est l'une des pires performances Carreras pour un arrière-gauche. Et pourtant, il fait pas un mauvais début de saison. Mais c'est l'une des pires performances individuelles à l'instant T d'un mec qui était débordé. Tu retombes dans tes travers il n'y a pas de leadership. Tu te fais bousculer, personne ne réagit. Ok, Kylian Mbappé met son but, Arda Güler met son but, mais offensivement, t'as totalement délaissé le pressing. T'as plus de réaction, quoi. Encore une fois, tu t'éteins dans un grand rendez-vous et on retombe dans nos travers. Xabi Alonso mange sa claque. Et pour moi, certains parlent de match déclic contre le Barça, avec la réaction de Vini, on va y revenir. Mais ce match-là, déjà, moi, il met un gros coup d'arrêt sur le Xabi Ball, en fait. Parce que t'as la réintégration de Xabi, donc de Bellingham, donc t'as un nouvel enjeu. T'es déjà dans un bourbier tactique avec Vini et Mbappé, comment tu les fais cohabiter sans ballon avec le football que tu veux mettre en place. Tu comprends que défensivement, dès que le niveau aussi s'élève, t'es plus tellement dans le contrôle que ça.
et que quand il s'agit pas juste de couvrir des espaces, mais aussi être présent au duel. Dans le domaine aérien aussi. Heusen, voilà, ça commence à être un peu compliqué. Tchouaméni, qui était l'une des satisfactions de ce début de saison, qui est un joueur dont je suis réputé pour ne pas forcément apprécier ses qualités footballistiques. On sait que c'est limité balle au pied, mais tu te rends compte que c'est limité défensivement aussi quand il s'agit de défendre une zone et pas couper des transitions, là où il est élite, par contre, il est dans très, le domaine. très fort, ouais. Voilà, et que Arda Güler, c'est peut-être un peu soft pour être ton quotient, ton quotient créatif dans des gros matchs. Donc on est renvoyé à une réalité. C'est ça. Et on se dit, bon, bah, comment est-ce que l'équipe va réagir ? Derrière, l'équipe va extrêmement bien réagir sur les résultats parce que de nouveau, tu vas avoir un calendrier. Ouais, tu vas avoir un calendrier où tu gagnes les matchs que tu es censé gagner. Mais par contre, directement, le jeu commence déjà à se modifier. Les joueurs commencent à faire moins d'efforts. Moi, j'ai le souvenir, vu qu'on traite l'actualité au sein du JDR, que d'ores et déjà, il y a des échos dans le vestiaire de commence à saouler un peu Chabi avec ses demandes, ses séances vidéo. Donc alors du coup, ça a commencé après ce match, après le derby. Pour toi, tu as déjà senti... Pour toi, cette défaite, elle n'est pas anecdotique. Là, à ce moment-là, ça a commencé à... Bah, il y a ça, mais je peux même te dire que moi, le moment où tout part en cacahuète, c'est PSG Coupe du Monde des clubs. Ok. Je peux même te remonter plus haut. C'est que PSG Coupe du Monde des clubs, et la composition d'équipe de base, c'est Vinicius est censé être sur le banc. Mbappé démarre alors qu'il revient de la blessure, alors qu'il revient de son virus. Gonzalo, je crois, à droite, il me semble aussi. Non, mais en gros, ça devait être Mbappé, Gonzalo devant, le même système de jeu qu'à l'accoutumée, sauf qu'il y a la blessure de Trent juste avant le match qui va faire que il va mettre Valverde à droite, on va repasser sur un 4-3-3, et il va mettre Vinicius ailier droit, Mbappé en pointe, Gonzalo à gauche presque. Il va nous faire une compo nain. Mais ça, c'est parce que c'est la direction qui lui a dit, frérot, je me souviens de ce moment, ouais. Il faut que Vini joue, en fait. C'est Vini et Mbappé, c'est notre projet. C'est Vini et Mbappé doivent jouer. Tu vas pas me bencher Vini. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, après ce match-là, il y a Mbappé. Il y a eu des problèmes avec Mbappé. On en a parlé sur la chaîne. Ça a été confirmé par Romain Molina que Kylian Mbappé et son entourage ont eu un petit problème et ils l'ont réglé avec le club. Chose réglée, derrière Kylian Mbappé, impeccable, rien à redire sur son comportement, son etc. attitude, etc. Ouais. Il y a un problème aussi avec Vini, parce que Vini était pas content de savoir qu'il allait être benché sur une demi-finale de Coupe du Monde de club au détriment de Gonzalo, tu vois, naturellement, et au détriment de Mbappé qui a pas joué encore un seul match sur la compétition. Donc il y a déjà ce premier point de rupture. C'est un club qui voulait absolument jouer aussi, je Mbappé, pense. C'est ça, exactement. Mais tu as déjà un point de rupture entre la direction et Xabi Alonso. C'est pas un point de rupture, mais une friction où Xabi se dit bah attends, mais on m'a fait venir pour faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Et là en fait il se rend compte que au Real Madrid, frérot, faut faire jouer les stars, faut aller dans le sens aussi de l'idée. C'est les égos, les statuts. Voilà. Et donc il y a le début de saison qui démarre bien. Et t'as Mbappé et Vini qui jouent, t'as Vini qui commence à être remplacé, tu sais, à la 70e, on se dit ok, Vini, son statut il a changé, mais Xabi Alonso en conférence de presse il insiste bien, Vini est extrêmement important pour nous, on va pas se mentir, il fait un début de saison extrêmement mid, Vini, jusqu'au Classico où il va avoir un petit regain de forme avec le match aussi d'avant contre Villarreal. Justement, t'as des victoires de prestige, Villarreal, la Juve qui vieillit mal, mais ça reste quand même un cadre européen. Ça, c'est après l'Atlético, ouais. Et le Classico aussi. Donc tu rebondis, c'est pour ça que je me suis dit peut-être que tu pouvais la noter comme anecdotique cette défaite contre l'Atlético. D'ailleurs, tu rebondis, je crois que c'est 6 victoires jusqu'au Classico qui, pour moi, point de rupture, justement ici, point de bascule. Classico, paradoxalement, pour moi, tu fais un de tes meilleurs matchs. On voit enfin le 4-4-2, le 4-4 de Losange qu'on voulait tous aussi, avec Camavinga, Arda, Bellingham. Je crois Valverde joue, je sais pas s'il est au milieu de terrain ou il joue à droite à ce moment-là. Il joue à droite, ouais. Ouais, il joue à droite. Et t'as un milieu à 4. Très solide avec Camavinga qui fait du bien et les deux devant. Et paradoxalement, pour moi, c'est un de nos meilleurs matchs. On fait une première mi-temps très correcte. Tu finis avec plus de 3,70 XG, 23 tirs, plus de 10 cadrés. Pour moi, la production est vraiment là. Certes, tu n'as pas la possession, tu joues face au Barça. Mais le scénario du match voulait que nous, on reste un petit peu compact, bloc médian et exploser en transition. Pour moi, on est une équipe de transition. On peut pas... C'est compliqué. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas entre Xabi et le Real, c'est que ce qu'il veut mettre en place, il n'a pas les joueurs pour, j'ai l'impression. Alors attention, on a quand même un bel effectif. On est censé faire mieux, je trouve quand même. Mais paradoxalement, comme j'ai dit, ce Classico, t'as l'épisode Vini. T'as l'épisode Vini qui sort. Alors il y en a beaucoup qui disent il faisait un bon match. Il a fait un bon match contre le Barça. Il était dans son match, tu le sors. Je peux comprendre sa frustration. C'est souvent lui qui sort, qui est benché. On ne comprenait pas sa gestion avec Rodrigo, etc.
pour X raisons. Parce que ce que tu as dit, c'était intéressant. Moi, j'écoute aussi un petit peu l'after et Polo Breitner en parlait. Justement, il avait dit que au Bayer Leverkusen, il avait eu ce genre de cas de figure. Il benchait des joueurs, il y avait de la gestion, notamment avec Hoffmann, Hendrich, je crois. Ils comprenaient pas trop. Par moments, ils étaient remplaçants, ils ne donnaient pas d'explication. Je crois avec Victor Boniface, il y a eu des histoires. Donc en fait, il arrive, il fait la même chose. Il vient, il bombe le torse, il fait « je fais à ma manière, c'est mon jouet, c'est mon Real Madrid ». Et finalement, ça explose. Ça explose au Classico. Et pour moi, Vini, juste avant sa sortie, bien 5-10 minutes avant, je suis en train de péter un plomb devant le match, il ne fait plus aucun effort. Moi, j'ai le souvenir qu'il ne fait plus d'efforts. Il y a un temps fort du Barça. On mène 2-1 seulement. Le Barça a un temps fort. Vini ne vient pas aider Carreras. Ouais. Et pour moi, dans une logique de conserver le score, je vois pas que ce soit un scandale en fait de sortir Vini. Maintenant, je comprends sa réaction. Enfin, je comprends pas sa réaction. Je comprends qu'il soit frustré, mais sa réaction était disproportionnée. Je suis désolé pour moi. Ça s'explique, mais ça ne se justifie pas. Voilà, exactement. Ouais. Tu peux l'entendre qu'il soit frustré, mais de là à sortir, à faire des grands gestes, à faire des grands discours, etc. Pour moi, t'as dépassé les limites en fait. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, à partir de là, je suis parti en vacances. Je suis parti 3 semaines. J'ai vécu ça de loin. J'ai coupé. J'ai suivi un petit peu sur votre chaîne, sur d'autres chaînes pour voir un peu ce qui se passait. Je pensais que c'était pas si grave que ça au départ, mais en fait, ça a commencé à imploser. Bah, moi, comme je t'ai dit, après l'Atlético, en fait, tu t'arrives au Classico, t'es quoi ? T'es en 12, t'es en 10, 11, 12 ? Ouais, tu renchaînes 6 victoires. Tu renchaînes 6 victoires derrière. T'es en 12-13. T'es en 12-13. Mm-hmm. Et moi, je me dis, bon, le Barça, encore une fois, c'est le gros test. Je suis dans le mood où je me dis, bon, bah, les résultats suivent. Le jeu est moins bien qu'en début de saison. Tu vois le message passe pas totalement tactiquement. Il y a ce Classico où si tu gagnes, pour moi, il faut une victoire fédératrice. Et ça passait par un gros match. Et notamment ce Classico, en plus, t'as Lamine Yamal qui rajoute du sel, etc. Alors, parfait, tu motives les joueurs. Aussi. Voilà, t'as perdu 4 fois l'année dernière. Là, Yamal, il fait des déclats. Voilà, t'es au Bernabéu. Let's go, c'est le moment. Et là, t'as tous les joueurs qui vont faire exactement ce que dit Xabi. Pression, efficace, techniquement, on élève le niveau. Aurélien Tchouaméni, exemplaire dans l'attitude, dans les duels, etc. Camavinga partout aussi. Et vraiment, et t'as ce fameux Camavinga-Bellingham qui occupe la droite en fait du terrain. Camavinga presque en ailier droit, Bellingham qui est dans le demi-espace droit, donc ce qui équilibre parfaitement l'équipe parce que t'as Vini à gauche, Mbappé, d'ailleurs Vini est aussi très axial pour bien jouer les transitions, tu punis le Barça, tu prends un but d'ailleurs c'est toi qui lui donne avec l'erreur d'Arda Güler, cette erreur d'ailleurs qui à mon avis a eu un gros impact sur le reste du début de saison d'Arda Güler parce que après cette erreur là, ça ne sera plus jamais le même Arda Güler. Certains disent que c'est avec l'arrivée de Jude Bellingham, je peux l'accorder que tactiquement ça pose des problèmes, notamment Arda qui doit jouer plus bas sur le terrain, mais cette erreur aussi, Arda Güler, il y a quelque chose de commun sur son début de saison, c'est dès qu'il fait une erreur dans un match, généralement, il plonge. Mentalement, c'est encore assez friable. Mais donc ce Classico, je suis content. Je vois qu'il y a le 2-1. Pareil, pour moi, en fait, le choix de sortir Vini, je l'ai fait en live, je commente les matchs en direct. Oui. Je suis en mode, mais pourquoi tu sors Vini, c'est ton meilleur joueur ? Ma réaction à chaud, c'est ça. Ok. Je suis en mode pourquoi ? Parce que moi j'avais pas encore je sentais que tu prenais des vagues et tout, mais j'avais pas encore bien capté. Donc il sort Vini, je vois la réaction de Vini. Je me dis bon, ça, ma première réaction quand après on fait le débrief, c'est dire j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. On a battu le Barça. Ouais. C'était ce qu'il nous fallait. Là maintenant on est bien. La saison, pour moi, c'est une victoire qui conforte parce que pour moi, la victoire, on la doit à Xabi en fait. C'est-à-dire que toutes les fois on a gagné sur des individualités. Bon là, Vini et Mbappé ont fait des bons matchs. Mbappé il rate un penalty, la deuxième mi-temps de Mbappé est un peu dégueulasse, mais vas-y. Mais on a gagné collectivement ce match-là. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas reposé foncièrement sur des individualités. Mais j'avais quand même dans un coin de ma tête à me dire, mais le problème c'est que là on va faire que parler de Vini et Xabi parce que ce que fait Vini c'est lunaire. La sortie de Vini, elle est lunaire. Ah ouais, Classico, 70e minute, tu me fais un cinéma pareil. Non, ça, moi j'étais vraiment en mode, ce n'est pas normal. On voit la réaction des gens qui défendent énormément Vinicius, certains qui pointent du doigt Xabi Alonso. Moi, je me suis un peu battu contre ça. Je disais, mais je crois que vous vous rendez pas compte que après à froid, tu vois, je fais le café Real le lendemain, je regarde, j'analyse le match, je dis, mais là, vous voyez, il y a 5 séquences de suite où Vini il fait pas les efforts. C'est logique de sortir, de le sortir. Il y en a qui disent, mais Mbappé était moins fort. Mais tu vas pas me faire mettre Mbappé à gauche, ça va rien changer à tes problèmes et mettre Vini dans l'axe en fait. Je crois qu'il fait rentrer Rodrigo, c'est ça. Et Rodrigo fait des efforts, vient défendre avec Carreras, descend très très bas. Et on avait besoin de ça à ce moment-là du match, en fait.
Et Koundé est à 2 doigts de mettre un but sur Rodrigo qui suit pas Jules Koundé dans la surface. Ça, l'histoire aurait pu être différente C'est aussi. vrai. Xabi Alonso sur ça s'en sort bien. Heureusement que Jules Koundé fait un contrôle de la poitrine de terroriste. Mais Sur le petit ballon de Yamal, c'est ça. Hein. ouais, exactement. Et donc moi je me dis bon, et là on voit que ça pète. Là, on comprend tout ce qui se passe depuis le début. Il y a eu l'affaire Valverde Kairat Almaty aussi, qu'on n'a pas signalé, qui est aussi l'un des premiers moments où en fait Valverde il dit je veux pas jouer arrière droit. Okay. Le club qui l'oblige à aller en conférence de presse contre Kairat Almaty pour jouer pour dire qu'il veut jouer discours. arrière droit. Et le mec nous dit je veux jouer arrière droit, mais j'aime pas jouer arrière droit. C'est ambigu. Et si le coach me demande je peux jouer arrière droit, mais vous savez, je suis quand même mis au milieu de terrain. Enfin, le mec se fout de notre gueule. Xabi Alonso, il va le bencher contre Kairat Almaty alors qu'il était censé être titulaire. Donc, en gros, il le bench, il rentrera pas durant le match, mais il ira s'échauffer. Ouais. Et il fait mais il ira même s'échauffer. Et vous voyez les images de l'échauffement où il s'échauffe pas. Il est juste statique à regarder le match. Donc, on comprend qu'il y a eu un petit truc avec Fede. Il y a un petit truc avec Vini. Donc, tu touches à 2 des leaders de ce vestiaire. Et là, en fait, après le Barça, là, il y a aussi une scission dans la communauté où là, t'as vraiment les pro-Vini. Sauf que les gens comprennent pas que c'est que le 2e bon match de Vini en un an, ou presque. Donc tout le monde nous dit ouais mais Vini faisait un bon match, ouais mais Vini ça fait 6 mois il est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il aurait un totem d'immunité sur un classico, sachant que le plus important c'est de gagner. Et surtout tout le monde ramène la victoire du Real encore une fois à une individualité, alors que pour la première fois depuis quasiment 5 ans c'est une victoire collective. Enfin allez, la saison 23-24 il y a plusieurs victoires collectives aussi, mais voilà. Et post-classique, et le pire c'est que contre Valence tu mets 4-0 et tu fais ton meilleur match de la saison. Ouais, tu renchaînes avec un 4-0 à domicile. Moi, et tu fais ton meilleur match de la saison. Vraiment, tu fais ton meilleur match de la saison. Le match, après Valence était vraiment claqué, mais ils ont joué un peu le jeu aussi. Ils étaient pas totalement en bloc bas. Vini était intenable. Mbappé, pareil. Donc en fait, moi, j'étais déjà en train de vous dire, il y a un vrai problème, les gars. La saison va partir en cacahuète, je le sais. J'étais extrêmement pessimiste. Sauf que quand ils mettent le 4-0, je me dis, ah putain, ok, je vais passer pour un con parce que bon, bah ça se trouve en fait, ça a été vraiment. Finalement, ce moment de crispation entre Vini et Xabi, peut-être que ça a été aussi un élément fédérateur. Bon, pas du tout. Xabi et Vini, ça ne passe pas. Vini ne veut pas prolonger à cause, entre guillemets, de Xabi. Xabi est en train de perdre son vestiaire. Ouais, le début Bellingham, des problèmes, la fracture, la cassure. C'est la fracture entre le vestiaire qui veut pas travailler, Xabi Alonso qui veut imposer ses idées mais qui n'est pas suivi par les cadres. Il y a même un problème avec Mastantuono lors du Classico, parce que Mastantuono joue tous les matchs, tu l'as dit, mais il joue pas le Classico. Mastantuono qui va se plaindre de cette situation. Non, sur le banc. Il rentre, il me semble, je crois qu'à un moment, il a un geste de frustration, il balance le ballon sur le banc. Non, ça c'est l'Atlético. Ça c'est contre l'Atlético, où c'est déjà le premier match où il joue pas, alors qu'il faisait tout le début de saison. Et en fait, il va être frustré de encore pas faire un gros match, donc le Classico, et même Mastantuono va un peu s'agacer. On comprend que donc Fede, que Rodrigo aussi a un problème entre guillemets parce que certaines promesses n'ont pas été tenues. Il devait avoir un peu plus de temps de jeu, être un peu plus respecté. Donc Fede, il y a un problème. Vini, il y a un problème. Rodrigo, il y a un problème. Mastantuono, il y a un problème. Finalement, c'est de l'autosabotage. Honnêtement, c'est de l'autosabotage. Ouais, c'est ça. Et donc on parle plus de télé-réalité alors que t'es à 14 sur 15. Enfin vraiment, faut réaliser. T'es à 15 sur 16 même, en Liga. T'es leader en Liga, t'as 5 points d'avance sur le Barça, t'es premier de Ligue des Champions à ce moment-là parce que t'es en 2 sur 2 ou 3 sur 3. Et ça résonne comme une crise en interne. Et c'est la merde. Mais et le pire, c'est que ça se voit. C'est-à-dire que en fait, les résultats, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Et moi, j'avais déjà ce discours au mois de fin octobre de dire, mais vous verrez à la première défaite, en fait. La bombe à retardement, justement. C'est ce que je disais moi depuis le début de l'été, c'est une bombe à retardement, c'est effectif, parce que quand t'as pas réglé la prolongation de contrat de Vini, quand t'es en train d'autant mettre en avant Kylian Mbappé, mais pas Xabi Alonso, mais le club, quand t'as pas recruté un défenseur central, quand t'as pas recruté un milieu de terrain, que t'as pas gommé les principaux problèmes que t'as depuis 2 ans. Indirectement déséquilibre aussi un peu tu repars avec Jude Bellingham, tu fais passer Mastantuono, 18 ans, qui est devant Brahim, qui est devant Rodrigo. Rodrigo, tu le mets plus à gauche parce que tu le mets plus à droite, pardon. Qui ne joue plus à son poste. Enfin, c'est. Ça allait péter. Et le pire, c'est qu'en fait, on parle aussi d'une année, de process, quoi. C'est un peu une année où, voilà, le Real Madrid va réapprendre à jouer au foot. Et sauf que là, il n'y a plus de process parce que tu vas perdre contre Liverpool, qui est une défaite logique. Voilà, Liverpool, c'est meilleur que toi. Moi, je m'y attendais. J'ai pas trop de soucis avec ça. Je l'ai regardé ce match. J'étais justement en vacances au Japon. Je me suis levé à 5h du mat pour ce match. Je l'ai regardé. Je tournais avec mes cafés. Et honnêtement, je me suis dit, mais est-ce que je suis réveillé ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce que je suis en train de voir ? Tu te prends une leçon d'intensité. T'es dans la machine à laver. T'arrives pas à en ressortir. Liverpool malade en plus. T'arrives pas à en ressortir. Et attention, moi, ce que j'ai noté, c'est que tu reconduis le même 11 que contre le Barça. Il me semble, c'est un 4-4-2 avec les mêmes hommes, mais c'est le jour et la nuit.
dans l'intensité, tu te fais bouger, t'arrives pas à répondre. Courtois te sauve parce que l'addition aurait pu être un peu plus salée, ça aurait pu finir en 3-4-0 facilement. Et derrière, t'as ce road trip, t'as ce fameux road trip de 6 matchs à l'extérieur où bah là, tu sombres en fait. Tu fais quoi? 3 matchs nuls, une défaite et, contre Liverpool. Et je crois que t'as le match un peu ping-pong contre l'Olympiakos. C'est ça, il me semble. Ouais. Donc derrière, en fait, t'as ce road trip de 6 matchs. Et clairement, bah, en fait, t'as la cassure. Et là, comme t'as dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le contenu est vraiment... c'est dramatique. Ce qu'on est en train de voir du Real Madrid à ce moment-là, c'est très dramatique. Contre l'Olympiakos, tu peux te faire égaliser en fin de match. T'as une équipe qui n'arrive pas à tenir un score. Dans la gestion émotionnelle, c'est cataclysmique. Moi, je parle d'une équipe, en fait, lunatique. C'est une équipe qui, dans un match, ou d'un match à l'autre, peut te montrer un visage et complètement passer à côté après. Et sombrer. Donc, comment t'as vécu, toi, ce road trip de match ? Est-ce que c'est réellement à cause de cette fracture au niveau après le Classico ? Est-ce que c'est plus profond ? Est-ce que ça vient d'où ? Comment on peut l'expliquer ? En fait, il faut analyser sur deux phases différentes. Tu as le sportif et l'extra-sportif. Sur le terrain, Liverpool, en fait, te renvoie au fait que, encore une fois, t'es pas au niveau. Et après Liverpool, en fait, ils ont totalement abandonné les principes de jeu de Xabi parce que ce qui se passe en dehors du terrain. Parce que les joueurs, ils veulent plus faire de séances vidéo. Trop de travail. Parce que les joueurs, à la 60e minute, ils sont cramés. Parce qu'il y a une notion aussi de plaisir dans le football. Et en fait, le problème auquel va être confronté Xabi Alonso, c'est que sa tactique ne donne aucun plaisir aux joueurs du Real Madrid. Et là, je vais rentrer un tout petit peu, non pas dans le détail, parce que je vais plutôt essayer d'imager, mais la tactique de Xabi Alonso, c'est de récupérer haut le ballon, pour ensuite repartir sur des phases de possession, et dans tes phases de possession, pourquoi pas trouver une certaine verticalité, mais pour cela, il faut du mouvement. Mais là où, pourquoi les joueurs du Real Madrid ne vont trouver aucun plaisir dans cette tactique, c'est parce que, individuellement parlant, et sur chaque ligne, ça ne fonctionne pas. Les défenseurs, ils doivent se coltiner un milieu de terrain qui ne sait pas défendre, une équipe qui est coupée en deux, donc ils prennent aucun plaisir à défendre tactiquement, et ils ont énormément de responsabilités à la relance, là où on se rend rapidement compte que le milieu de terrain ne sert à rien non plus. Donc il faut allonger. Donc il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir pour la défense parce que t'es pas protégé et en plus tu peux pas bien relancer. Ton milieu de terrain, il est renvoyé à une réalité que techniquement, en fait, la tactique et les consignes de Xabi Alonso, ils ne sont pas assez forts pour le faire. Ils sont pas capables, où ils n'ont pas le bon profil, et ils doivent charbonner défensivement pour des attaquants qui, eux, ne travaillent pas. Donc, il y a zéro plaisir dans la tactique. Les attaquants devant, qui doivent presser selon la tactique de Xabi Alonso, mais qui ne sont pas des joueurs de pressing ou des joueurs de course d'intensité sans ballon, Vinicius, Mbappé, mis à part Mastantuono, donc doivent presser, doivent s'embêter à presser pour, s'ils arrivent à récupérer le ballon, ne jamais le revoir derrière, parce qu'en fait, derrière, le milieu de terrain ne sachant pas construire et la défense centrale ne sachant pas bien relancer, ils vont pas les toucher, les ballons derrière. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc tu te retrouves dans une situation où la tactique de Xabi Alonso, c'est comme si t'étais face à un... tu vois, on a tous un pote dans notre vie qui est un peu trop franc. Et de temps en temps, bah, t'es pas envie d'être avec ton pote, parce qu'il va te dire tes 4 vérités. Et donc, c'est un peu relou, quoi. Tu te renvoies ta réalité et t'es plutôt en mode, frérot, moi, j'ai envie de passer du bon temps, j'ai pas envie de parler de ça, voilà. Moi, je suis un peu ce pote-là, d'ailleurs, avec mes potes. C'est plutôt moi qui va être un peu à dire, ouais, mais là, tu vois, t'es pas bien, là, nan. Et ben, en fait, c'est quand tu joues le football quand ce Real Madrid de Xabi Alonso joue ce football-là, ils sont renvoyés à ça, en fait. Vini et Mbappé, ils doivent presser, ils aiment pas ça, mais derrière, ils ont même pas les bons ballons pour offensivement être efficaces, et il y a pas de mouvement. C'est-à-dire que tu leur demandes de faire un mouvement sans ballon, mais dès qu'on a le ballon, eux, ils bougent plus. Les milieux de terrain, ils sont renvoyés à leur réalité, à leurs lacunes techniques, et donc ils sont en mode, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Moi, je sais pas faire. Moi, je veux couvrir des espaces, je veux courir. Est-ce qu'ils veulent courir pour les attaquants aussi? Et en plus, je dois faire Jude Bellingham, parce qu'on le pointe beaucoup du doigt, mais Jude Bellingham, il doit courir pour 8, parce il se retrouve milieu gauche, 4-4-2, parce que maintenant, Xabi Alonso, il est parti sur un 4-4-2 à plat, défensivement, il est devenu Ancelotti, Xabi. Bah ouais, parce que on se rend compte que presque, c'est le seul moyen pour essayer de faire évoluer cette équipe, en fait. De faire évoluer cette équipe. Et il y a personne qui prend de plaisir. Donc, le message ne passe pas sur le terrain, le message ne passe pas en dehors du terrain, malgré les résultats qui sont corrects. Et t'as ce fameux road trip où, bah là, en fait, les joueurs, ils vont, il y a une expression en espagnol dont je vais pas me risquer de dire, mais ils font le lit à Xabi. Ils veulent que Xabi dégage. Et ils arrêtent de jouer. On retrouve l'attitude des involtes, le choix des matchs, le fait qu'on se repose sur des fulgurances de Mbappé et Vini sur certains matchs quand ils décident de gagner le match. Mais collectivement, il n'y a plus rien. On prend des buts, toute la solidité défensive s'effondre. Et surtout, bah, t'as les blessures
qui en plus cerise sur le gâteau, blessures qui s'accumulent, t'as un Trent qui commence à monter en puissance, qui est super intéressant, il se pète, Militao, qui est le meilleur défenseur au monde ou presque, qui se repète une 3e année de suite, donc tu t'es renvoyé à ta réalité de t'as pas bien travaillé sur le mercato, ta défense t'es décimée, tu te retrouves à jouer avec Raúl Asensio, Carreras, t'as des Fran Garcia qui sont encore titulaires, décembre 2025, cette phrase elle me rend fou, t'as des Dani Ceballos qui sont encore titulaires parce que t'as pas de milieu de terrain créatif, donc tu cherches des solutions. Ouais, putain, c'est la même chose que Carlo Ancelotti l'année dernière, mais il y a pas de souci. Le même constat, ouais. On a fait un super mercato cet été, ça me rend fou aussi. Et t'es renvoyé à ta réalité que devant les mecs, c'est pas possible de jouer Vini, Mbappé avec le football de Xabi Alonso. Le seul coach avec qui c'était possible, c'était Carlo Ancelotti, et ça n'a pas marché. Parce que Carlo Ancelotti, c'est liberté aux joueurs. T'arrives à ta limite plutôt. T'arrives à une certaine limite où, dans le football actuel, le football moderne comme on l'appelle, les équipes qui progressent, qui travaillent, qui évoluent. Et toi, en fait, tu vis dans le passé. Tu continues à évoluer avec ton football, comme tu disais, anachronique, tes joueurs qui jouent. Moi, quand je regarde l'animation offensive du Real, à part Vinicius qui essaie de dribbler 3 mecs et qui se prend une faute et qui se plaint au niveau de l'arbitre, Mbappé qui joue qu'avec le ballon, parce que sans ballon, on peut ouvrir son dossier. On peut ouvrir le dossier, la transition est toute faite. On va ouvrir le dossier des individualités. Mbappé qui joue qu'avec ballon. Il y a ce côté individualisme dans cette équipe, parce que même Bellingham, c'est le dernier avec qui je vais tomber dessus, il fait les efforts, il est au four et au moulin, il mouille le short, il mouille le maillot, il salit le short. Ok, mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohésion dans cette équipe, surtout offensivement. Pour moi, le réel problème, c'est surtout offensivement. Sur cette première ligne de pression aussi, où Moi, je vais pas me prétendre à leur apprendre le football. J'ai joué à un certain niveau en régional. J'ai joué 9 toute ma vie. Moi, ma priorité quand je perdais le ballon, c'était de couper cette transition au numéro 6. Le défenseur central, faire cette passe pour le numéro 6. Couper cette transition, les forcer à jouer sur les côtés ou à balancer. Mais aujourd'hui, Vini, Mbappé marchent sans ballon et ils ont aucun mal à repartir. Et c'est pour ça qu'on a un trou béant, une équipe coupée en deux. Et Tchouaméni, le pauvre, on lui tombe dessus. Il a certaines lacunes, mais finalement, il se retrouve face à 2, 3, 4 joueurs qui arrivent face à lui. C'est compliqué pour lui aussi. Donc, pour moi, le problème vient aussi surtout de la ligne offensive sans et avec ballon, en fait. Et tu as des joueurs qui sont d'une catégorie supérieure. Ponctuellement, ils vont être capables de faire des différences, de dribbler 3 mecs et de marquer, comme Mbappé à l'image du match contre Bilbao. Vini va réussir à obtenir un penalty. C'est donc ça, en fait, la tactique du Real. Obtenir un penalty, jouer sur des individualités, et par séquence, en fait, par bribes. Tu le vois sur les derniers matchs. Hein. Là, les derniers matchs. Parce que donc aussi, pour finir avant de faire le truc individuel, donc là, maintenant, chaque défaite de Xabi, il saute. La bombe à retardement sous le siège. Donc on a un entraîneur qui est censé te modifier ton ADN, en tout cas bousculer ces vestiaires-là. La direction qui ne le soutient pas. Voilà, ça c'est cerise sur le gâteau. Les joueurs qui font leur loi. Et puis il y a un petit rabibochage. Les joueurs qui comprennent qu'ils vont se faire huer par le Bernabéu, chose qui arrive, qui vont être pointés du doigt. Donc on essaye de bien s'entendre avec Xabi. Sauf que Xabi, pour faire cela, il a dû se renier. Il a dû arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Et on recommence à faire jouer Rodrigo, Bellingham, Vini, Mbappé ensemble. Les 4 fantastiques qui n'ont pas fonctionné. Mais bon, il y a pas le choix. Et puis tu vas là, tu gagnes des matchs au forceps, sans briller, et tu sauves ta place. Et tu vas arriver jusqu'à la Supercoupe. Et t'es deuxième, t'as 4 points du Barça alors que t'avais 5 points d'avance. T'as perdu 9 points là en l'espace de 4-5 journées, enfin de 6-7 plutôt. En Ligue des Champions, t'es toujours bien placé, ça pour le coup, on n'est pas trop mal. On a perdu contre City, Liverpool. Ce sont des défaites, ce sont des défaites logiques au vu de notre niveau de jeu. Y a pas de, tant pis, on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. T'es en retard, clairement. T'es en dessous. Point barre. Mais on est tombé dans un truc où là ça sert plus, la saison elle est à jeter. Quoi qu'il arrive pour Xabi Alonso, elle est à jeter. Ça ne sert à rien. Il faut virer Xabi ou je sais pas ce qu'il faut faire, mais ça ne sert à rien parce que si tu le gardes jusqu'en 2026, jusqu'à l'été 2026, mais Xabi il finit chauve là. Laissez tomber, c'est pas possible. On se dit allez on fait un grand ménage en 2026, mais qui y croit à ça? Mais déjà, tu peux pas rebondir avec Xabi si tu lui laisses pas. Il est pieds et mains liés en fait. Et moi, je comprends pas. Coacher, quand il est arrivé, il a sûrement eu à avoir une discussion avec Pérez. Est-ce qu'il allait pas pouvoir? Mais c'était pareil avec Zidane. Et finalement, il retrouve la réalité du Real, les statuts, les joueurs, Vini, Mbappé, Jude, etc. Tu peux pas les coacher. Les mecs, ils se coachent tout seuls. Ils sont en automatique. Voilà. Et t'as une bouille de football, en fait. C'est une question de conviction. Quand un entraîneur il arrive dans un club, il doit convaincre ses joueurs qu'il peut les aider à gagner.
Le problème, c'est qu'on est dans un vestiaire qui a tellement bien mangé sur les dernières années, et pas forcément grâce à eux en plus, mais plutôt grâce à des cas de dernière saison de Toni Kroos, fantastique. Modric. Voilà, mais ils ont tellement bien mangé que ces joueurs-là sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de Xabi Ils sont persuadés de pouvoir gagner tout seul en fait. Et donc à partir de ce moment-là, quand en plus de ça ils prennent pas de plaisir sur le terrain, le courant ne passe pas. Mais ça veut pas dire que les gens et qu'ils aiment pas Xabi Alonso, même humainement ou des choses comme ça. C'est plutôt il y a l'influence des entourages, notamment en ce qui concerne Vini. Il y a la problématique de la prolongation de contrat. Il y a la direction qui s'immisce à certains moments pour dire toc toc toc, frérot, Vini Mbappé, c'est quand même le projet. Fais en sorte de bien les faire jouer. Relance-moi Vini. Aussi. Là, c'est des actifs, donc voilà. Si je veux le prolonger, il faut que Vini soit dans de bonnes conditions. Fede, c'est ton capitaine, c'est l'ADN, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc Xabi Alonso se retrouve main et main liées. On oublie le Xabi Ball. L'objectif désormais, c'est de gagner les matchs pour survivre. Et donc c'est en ça que cette première partie de saison, elle est dramatique parce qu'on était censé être dans un process, une amélioration petit à petit. Finalement, on n'a fait que régresser jusqu'à retourner à notre point de départ. C'est ça. Et les joueurs en sont les principaux responsables. Il y a la direction, qui est, à mon sens, autant responsable que les joueurs. Mais les joueurs, là-dessus, individuellement, bah voilà, les gars. Ils ont abandonné, clairement. Ils ont baissé les bras, ils ont... L'attitude, elle est lamentable, mais maintenant, on peut aussi se poser froidement. Va falloir arrêter de survendre les joueurs du Real Madrid. Ce sont des joueurs, certains, qui ne sont pas des top 5, top 10 à leur poste. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, je te l'entends, mais on est quand même d'accord qu'avec l'effectif que tu as, tu es quand même capable de proposer autre chose. Je trouve pas. La complémentarité, déjà, c'est le plus gros problème. En réalité, le niveau individuel des joueurs, on peut débattre, on peut être pointilleux, ce que tu veux. Sur la complémentarité des joueurs, non, ça ne fonctionne pas. Quand t'as pas de milieu de terrain créatif, quand t'as Vini et Mbappé qui vont forcément te plomber ton jeu sans ballon, quand tu as pas un défenseur central top monde, quand tu as malheureusement deux ailiers droits qui sont injury prone, arrière droit, pardon, qui sont injury prone, et t'as pas de point de fixation dans la surface, t'as pas cet attaquant qui se projette. Ce sont des joueurs qui ne se comprennent pas, ce sont des joueurs qui jouent que pour eux. C'est-à-dire que ils se regardent jouer. Tiens, je te fais la passe, joue. Je regarde, je ne t'accompagne pas, je ne suis pas en mouvement. Les séquences où on est 3 ou 4 dans la surface, ça tient du miracle. Quand je regarde la première ligue, je regarde les autres équipes. Mais la différence, elle est folle. Et non, mais individuellement, la saison de Vinicius, allez, il y a un moment fort juste avant, pendant et un peu après le Classico, mais individuellement, il est toujours pas au niveau. Il est pas revenu à son niveau et je pense pas qu'il reviendra au niveau au Real Madrid. Peut-être dans un autre club, mais pas au Real. Mbappé, il y a des inconvénients, il y a des avantages de l'avoir, mais lui, on peut pas tant que ça lui reprocher des choses statistiquement, mais on peut lui reprocher des choses dans le jeu. Il est problématique tactiquement sur certaines séquences. C'est un problème et une solution en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui te garantit certaines victoires, ton quota de buts, parce que comme tu as dit, Vini éteint, il a plus marqué depuis combien de matchs maintenant ? 15 matchs ? Il n'est plus décisif. 15 matchs. Donc c'est anormal pour un offensif du Real, là je te l'accorde. 60% des buts qu'il y a d'Mbappé. Se fout de la gueule du jeu. Ça c'est de la grosse dépendance. Mais après, Mbappé, comme tu as dit, dans son jeu sans ballon et sur certains placements tactiquement, combien de fois on l'a vu en retrait ? Il est désintéressé quand Vini a le ballon, quand Rodrigo a le ballon, il demande sans arrêt dans les pieds. C'est pas un 9, on le sait, c'est pas un numéro 9. Et encore une fois, je te l'accorde sur la complémentarité, mais c'est certains choix de Xabi où tu sais que Vini, Mbappé, ça colle pas. Il a essayé de mettre Rodrigo, ça a pété et là il est obligé de mettre Vini. Et je pense qu'au fond de lui, Vini ne correspond pas à son style. Peut-être Vini le fait plus chier qu'autre chose, j'en suis quasi sûr. Et je pense que Rodrigo est déjà un peu plus Xabi compatible. Moi j'avais fait une vidéo l'été dernier lors du Mercato, je voulais absolument qu'il reste. Pour ma part, j'étais un des seuls Rodrigo parce que c'était un problème mental qu'il avait eu la saison passée. C'est un joueur qui a une qualité technique, c'est un des plus techniques de l'équipe, clairement. Il a un QI football aussi, il sait se placer entre les lignes, offensivement il peut jouer partout, et c'est un connecteur. Pour moi, quand je le voyais avec Rodrigo, quand je le voyais avec Bellingham, avec Mbappé, je sens un peu plus de connexion déjà. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu plus connecté. Et si tu mets un Mbappé devant, avec peut-être en soutien un Rodrigo, un Bellingham, tu peux avoir quelque chose de plus cohérent peut-être en soi. Et moi, Vini, pareil, j'en ai fait une vidéo, c'est un problème. Pas que je l'aime pas, Vini a apporté au Real, Vini a été monstrueux, mais depuis ce poste non ballon d'or, il plonge en fait. Il a plongé et c'est par intermittence. C'est un intermittent du spectacle. Par moment, il va te faire des différences. Pendant 80 minutes, il va pas exister. Il va te faire une accélération, il va te faire une passe D, il va t'obtenir un penalty. Ça se résume à ça. Voilà. Oui. Donc, si on fait les individualités, est-ce que toi, tu as quand même des satisfactions, des joueurs à ressortir, des tops ? Et quels sont tes flops, clairement, sur ce début de saison ?
Courtois, top. Courtois, si t'as pas Courtois, tu joues le maintien. C'est symptomatique de parler du gardien et de dire. Ouais, après, moi j'aime bien dire aussi, on le paye pour ça. Hein, donc, le meilleur gardien du monde, je m'attends aussi à ce qu'il te sauve. Maintenant, est-ce qu'il peut être un peu moins sollicité C'est ça veut dire qu'il est trop sollicité aussi. On est d'accord. Mais Thibaut Courtois est exceptionnel sur ce début de saison. D'accord. Certains doutaient de son niveau de jeu, j'avais vu un peu sur le début de saison, mais les gars, y a pas meilleur, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire, si ce n'est intrinsèquement le meilleur gardien de l'histoire. Je parle pas dans la carrière et tout. Très régulier. Moi, il est fiable, il est très bien. Non, il est très bien. Franchement, il y a rien à dire sur ça. Est-ce qu'il y a des tops? Moi, Carreras, j'ai envie de le mettre dans mon top aussi. Carreras, il y a cette tache noire sur l'Atlético. Quand il joue central, j'aime pas du tout. Mais par contre, sur le côté gauche, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Quand on regarde ce qu'on avait la saison passée, moi, je suis très content de Carreras. Je le mets un petit peu dans mes tops. C'est un top timide, hein. C'est un top timide, hein, parce que... C'est un top, ouais, je te l'accorde, mais c'est tiré par les cheveux. Voilà, c'est peut-être tiré par les cheveux. Mais j'ai pas envie de mettre un Mbappé top. Hein. C'est trop facile. Il met 60% des buts. C'est pas ça que je recherche. Mbappé, tu peux le mettre. Hein. Tu sais, moi, Mbappé, j'ai aucun. Et moi, je peux mettre Kylian Mbappé dans les tops, mais. Oui, dans le fond, t'es un peu obligé Bien sûr de le mettre dans les tops. Et c'est ça qui peut être un peu agaçant avec Mbappé, c'est que tu vois tous les problèmes qu'il pose, mais à la fin du bal, tu payes les musiciens, tu dis ouais, il me raquette un peu quoi, il me raquette un peu, mais oui, c'était bien ce soir. Oui, c'était bien. Donc tu peux mettre Mbappé dans les tops. Enfin, en fait, si tu mets pas Mbappé dans les tops, tu mets personne d'autre. C'est ça en fait. Elle est là ma réalité. Donc si tu veux être exigeant, ne mettons que Thibaut Courtois. Mais si on commence à dire Carreras c'est pas trop mal, on peut peut-être discuter sur la saison. Tu sais que Raúl Asensio, parce qu'il fait une Coupe du Monde des clubs de merde, mais la saison qu'il fait, elle est pas si dégueu. Il rend service. Il rend service, voire même il amène un peu de caractère. Là, quand Vini il sort hué contre Séville, qui va voir Vini? C'est le putain de gamin de 22 ans qui va rassurer Vinicius. Il y a quand même sur la pelouse, il y a des Kylian Mbappé, il y a des Aurélien Tchouaméni, il y a des et c'est le Raúl Asensio qui vient taper dans le dos de Vini quand il se fait huer. Bon, mais Raúl Asensio, tu vois, il fait partie entre guillemets presque un peu de mes petites satisfactions. Ok. Je peux l'entendre, ouais. Il fait partie un peu de mes petites satisfactions. Bon, il y a Mbappé, il y a donc, si tu veux, un peu Carreras, mais je trouve que c'est pas de la faute de Carreras, mais vu comment il est utilisé par Xavi à cause des blessures et tout, ça l'handicape un peu. De t'expliquer, ouais. Les tops, je pense qu'il y en a pas mal. Les flops, je pense qu'il y en a pas mal. Mais si tu voilà, on peut s'amuser. Voilà, on peut s'amuser parce que. Ouais, parce que top, c'est tout, hein, frérot. Vraiment, c'est fou, parce que t'es que deuxième, t'es dans le top 8. Mais il n'y a rien de positif à retenir. Sur un point de vue comptable, tu te dis quand même, t'es deuxième à 4 points, donc t'es toujours dans ce mano à mano habituel pour pas changer avec le Barça. Tu sais que ça va jouer entre ces deux-là. Et fondamentalement, t'es dans le top 8, t'es 7ème, t'as 3 points de la seconde place. Je crois que c'est le Bayern. C'est ça. Donc en fait, il te reste 2 matchs. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tout dépend qui va jouer qui, etc. Sur les papiers, t'es dans toutes les compétitions, la Copa, la Supercoupe, t'es là, t'es présent, mais c'est vraiment le contenu. Le contenu est vraiment... C'est très dramatique. Moi, ce que je vois, c'est... Par moments, c'est une souffrance de regarder ce Real Madrid pendant 90 minutes. Réellement. J'en suis là. J'en suis là à ne presque même plus être énervé, mais presque être dans l'indifférence, pour te dire. Et c'est pire quand tu sais ce qui se passe en interne. Parce que moi, j'ai ce malheur. Moi, de base, parce que dans le JDR, on a les infos, Pablo, nanana. Mais moi, je suis pas celui qui a des échos. Donc moi, j'essaie souvent de me concentrer sur le foot. Mais quand tu sais ce qui se passe en interne, mais ce début de saison est lamentable. Le fait que la direction fait filtrer des choses sur Xabi Alonso, mais il trouve pas de remplaçant, donc on le vire pas. Mais dès qu'il perd contre Atletico lors de la Supercoupe, il sera viré. Non. Donc t'es dans un travail t'es dans la méfiance constante. Les joueurs, tu sais, celui-là, il a plus envie d'être là. Celui-ci, il est pas content. Celui-là, il est content. Non, on est la direction qui s'en mêle pas. On perd l'institution, les débats autour de Mbappé, les débats autour de la compatibilité. Enfin, au bout d'un moment, 1 an et demi. Ça vous suffit pas, genre, de se rendre compte qu'il y a des vrais problèmes dans cette équipe? Que même, je vais aller plus loin, parce que je dis que Vini et Mbappé, c'est pas compatible. Mbappé-Bellingham, ça fonctionne pas comme ça. Ça peut pas fonctionner. Le jeu de Jude Bellingham avec Kylian Mbappé, c'est un lien rouge-bordeaux entre les deux. C'est pareil. Et ça fait 1 an et demi que ça dure. 1 an et demi que ça dure. Faut réaliser qu'il y a des joueurs avec qui ça ne passe pas. Et c'est pour ça que dans les flops, moi j'ai quasiment... Après, faut qu'il y ait des attentes pour les flops. Donc, il y a quoi? Parce que Trent, j'aurais presque pu le mettre en top, mais c'est trop court.
Et puis le début de saison est compliqué, donc Trent on s'en fout. Carvajal, à mon sens, il s'est blessé, hein. Mais Carvajal, leadership, je prends un carton rouge contre Marseille, je fais n'importe quoi et tout. Bon, le classico mais ça avec Yamal, etc. Il remet de l'huile sur le feu. Bon, ça vaut pas flop, mais il est clairement pas top. Militao, ah bah non, je suis un ouf, Militao c'est top. Ah non, pardon, excusez-moi. oublié. Ah non, il y a un, je l'ai il y a un oublié grand aussi, grand autant top. pour moi. Ouais. Militao c'est grand top. Non, c'est vrai, c'est le meilleur joueur du Real Madrid avec Kylian Mbappé sur le début de saison. Qui était même buteur par moment, c'est ça qui est lunaire. Hein. Non mais c'est ton meilleur numéro 9. On peut se le dire, mais c'est le meilleur numéro 9 de ton équipe. Non mais non, c'est ta grosse satisfaction et malheureusement bah il se répète. Donc ça c'est assez problématique. Bizarrement, t'es top, si je te coupe, c'est le back four, hein. C'est la ligne défensive. Hein. Donc ça, non, bah, déjà, ce que tu m'as. Courtois, Carreras, Trent. Ouais. Mais c'est Trent, je les mets pas dans mes tops. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, tes joueurs ont été sollicités et on a trop vu cette défense. Et offensivement, bah, certes, tu vas marquer des buts, Mbappé va être incroyable, mais on est trop prévisible. Et moi, je suis pas satisfait de l'animation offensive de cette équipe. Il y a zéro lien, comme tu dis, il y a que des liens rouges. Et on arrive à 50 minutes de vidéo. Est-ce que pour 2026? Tu prévois. Là, on a 50 minutes. Mais attends, on n'a pas dit les flops. Excuse-moi, quand même, j'ai envie de savoir. Toi, c'est qui que tu pointes du doigt? moi, j'ai envie de parler de Hysén. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais j'ai l'impression qu'il a tromperie sur la marchandise. Je suis désolé. Il vient de Bournemouth, c'est un des joueurs révélation de Première Ligue. Il arrive. Je sais que c'est un très bon relanceur, mais ça va paraître bateau. On demande à un défenseur de défendre. Défensivement, je le trouve limité. C'est compliqué par moments. Au duel, quand il doit courir vers son but, on l'a vu contre Séville, la petite accélération, il y a la charrette. Mais c'est lunaire, tu vois, il y a des gros plans sur lui. Il souffre. Je pense que peut-être que c'est un contexte. Ça doit être un contexte. Dans une équipe qui a le ballon, il peut t'apporter énormément. Moi, j'étais allé voir France-Espagne à Stuttgart, le 5-4. Et je l'avais vu avec l'Espagne. L'Espagne avait le ballon. C'était incroyable. Vraiment, il était facile à la relance. Il jouait des triangles avec Zubimendi, avec Fabian Ruiz. Non, je crois que c'était Merino, je sais plus. Peut-être c'est le contexte. Dans ce Real qui subit et on voit trop Thibaut Courtois et nos défenseurs, il n'est pas fait pour ce genre de défense. Je sais pas. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a tromperie sur la marchandise, quoi. Dans le domaine aérien, il fait 2,50 m, il prend pas un ballon. Il se fait dunker contre l'Atlético. Je vais pas le mettre en flop, mais je suis déçu. C'était bien. Et maintenant, je suis déçu parce que il y a eu cette blessure, on ne sait pas, il y a un point d'interrogation, on ne sait même pas ce qu'il a eu. Enfin, je sais pas. Surcharge musculaire. Après, Vini, il est forcément dans mes flops, ça c'est clair et net, je suis désolé. Et Fede, pareil, comme on a pu l'oublier, on a oublié Militao dans les tops, mais Fede, le capitaine, qui ne dégage plus rien. Pour moi, il dégage plus rien. Le faucon est devenu moineau. J'en avais fait une vidéo en fait. Je comprends pas. Tu sais que Rodrigo, il est flop aussi, hein. Moi, ces 3 derniers matchs, je veux bien, hein, mais les rentrées en jeu de Rodrigo, il m'a fait m'arracher les cheveux. Hein. Ouais, faut pas oublier. Il m'a fait m'arracher les cheveux. Après, je sais pas si je le mets dans flop, si j'ai vraiment envie d'être un peu sévère et un peu. Voilà. Il n'a pas assez joué pour moi dans le et voilà, juger, ça me va. Ton argument me convainc. Pareil, Arda Güler, on est mid-mid, hein, parce qu'il y a 7-8 bons matchs. Mais putain, il y a 7-8 matchs là, depuis 7-8 matchs, Arda Güler, c'est waouh. Il est à l'équilibre. Il est très bon au début. Ça. Et là, il plonge, donc tu peux le mettre à l'équilibre. Donc, et surtout que, comme dit Neusen, ces mecs-là de 20 ans, qui à mon avis ont besoin d'une équipe protagoniste et qui suivent les principes de jeu en fait de Xabi Alonso, finalement, seront très très bien s'il y a d'autres personnes au sein de cette équipe. Ou un collectif qui tourne. L'effectif. Voilà, dans un collectif qui tourne. Dit Neusen, il peut révolutionner son poste. C'est pas une révolution parce qu'il y avait déjà Beckenbauer qui jouait comme lui, etc. Mais il peut être vraiment, à mon sens, un joueur qui change totalement la face de ton équipe. Clairement. Et ça a été le cas, tu vois, sur les 6-7 premiers matchs. Même au mondial des clubs, ouais. Ouais, mais le problème, t'es renvoyé à une certaine réalité, c'est que bah quand même, il faut être un peu plus fort défensivement. C'est factuel, c'est vrai, je suis d'accord. Dit, il est jeune, mais il est jeune. Jude, tu peux le mettre dans flop, je te saute pas à la gorge, parce qu'il faut avoir des grosses attentes sur Jude Bellingham. Il y a des bons matchs, il y a des très mauvais matchs. Tu vois que lui aussi ne trouve pas sa place. Moi, je le mets pas en flop parce que c'est pas celui sur qui j'ai envie de tirer. Maintenant, ceux qui le mettent en flop, franchement, je vous le dis, vous avez pas tort. J'ai aucun souci avec ça. Ceux qui mettent en flop Mastantuono, je suis pas d'accord. Par exemple, ça, à mon sens, il y a une marge de progression, tranquille, pépère. C'est un projet. Le mec, je rappelle, quand Mastantuono est titulaire, nous ne perdons pas, la stat est quand même folle, parce qu'on a quand même déjà perdu pas mal de petits matchs, donc ça me fait sourire. Et moi, je suis désolé. C'est pas un flop, mais Aurélien Tchouaméni, c'est pas un flop. C'est parce que c'est l'un des meilleurs joueurs, mais c'est ça qui est inquiétant.
Ok. C'est ça qui est inquiétant. Mais c'est pas du tout un mauvais début de saison d'Aurélien Tchouaméni. C'est même une immense satisfaction sur le début de saison. Même moi, j'ai commencé à faillir dire j'écrire une lettre à la Zola, je m'excuse, tu vois. Vraiment, sur Aurélien Tchouaméni. 2025, si on prend un panel plus large. C'est bien. Il revient, je me souviens, il s'était fait huer. Stade Vigo, j'étais au stade, Coupe du Roi, ouais. Il se fait huer. Voilà, il se fait huer, il revient, il montre un meilleur visage en deuxième période et après, il est sur sa lancée. En fait, dans son registre, couper les transitions, récupérer des ballons, tacler, être solide défensivement, je le trouve incroyable. Il est élite pour moi. Par contre, avec ballon, il a besoin d'être mieux accompagné, je pense. En tout cas, parce qu'en fait, on voit trop ses failles par moment parce qu'il est trop responsabilisé à certains moments. Mais défensivement, il est trop responsabilisé aussi. Hein. Je te le dis, moi, c'est la défense. Moi, j'aimais bien Coupe du Monde des clubs. Il est entre les deux, mis dans la défense à 3, donc il doit pas défendre une zone dans son dos. Ouais. Ce qui est une horreur pour Tchouaméni, c'est défendre sa zone dans son dos, c'est immonde Tchouaméni. Donc défense à 3, t'as pas un espace entre ta défense et toi, t'es très bien. Et avec le ballon, de temps en temps, tu te mets juste dans la ligne, tac, tu n'as pas trop de responsabilité au milieu de terrain. T'avais délégué à Arda Güler et Jude Bellingham durant cette compétition, c'était bien. C'était bien sur ça, voilà, Tchouam, c'est pas mal dans le rôle hybride comme ça. C'était pas mal. Et cette saison, il s'est un peu amélioré. Hein. Il y a 2-3 séquences où il porte la balle, il balle au pied. J'ai vu des choses bien, mais à trop de moments, il me gifle. Et il me ramène à la réalité que c'est un joueur. C'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et après, les Kama aussi. Kama, c'est. Oh là, Kama. Moi, je peux le mettre en flop, hein, Kama. Ouais, Kama, je le mets en flop. Hein. Je l'avais noté dans mes notes en flop. Je l'ai oublié parce que je suis tellement frustré. Parce que quand il est là, il apporte tellement Kama et il peut tellement être la clé, être apporté tellement cet équilibre au milieu de terrain. Ouais. C'est ce box-to-box en fait. C'est ce box-to-box, il est capable de tout faire, il a cette qualité technique, il peut se projeter, il peut défendre, il peut te soulager un Tchouaméni, il peut te soulager un Bellingham en fait. Si tu arrives à avoir ce milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, un milieu à 4 par exemple, comme on l'avait vu contre le Barça. Mais moi je comprends pas, il joue en sur-régime à chaque fois. À chaque fois il se pète. Il joue en sur-régime, donc en fait, peut-être qu'il va falloir doser ou je sais pas, mais c'est un réel problème. Là, il a rejoué contre Séville et est-ce qu'on va le revoir en 2026 ? Moi, je m'attends à ce qu'il soit pas là en fait. J'ai plus d'espoir avec lui. Qu'est-ce qu'on fait avec Kama finalement ? Puis Brahim aussi, vous pouvez me le mettre dedans. Hein. Brahim, tout l'été, j'ai voulu le vendre tout l'été, on m'a pris pour un fou. Alors, il vient de mettre un but à la canne, ça se trouve, ça va le relancer. Donc, cette vidéo va mal vieillir. Mais Brahim Diaz, les gars. Brahim, c'est au Real Madrid, c'est léger. Envoyons-le dans un club mythe de première ligue. Il sera titulaire et il sera très bon, j'en suis persuadé. Mais même en tant que super sub. Non, mais cet effectif, il est franchement. C'est mal construit. Il est mal construit, je te l'accorde. On regarde froidement, il est très très mal construit. Et il y a même des joueurs, ils sont pas top 5, top 10 à leur poste. Et c'est compliqué quand t'es le Real Madrid. Surtout avec le niveau de jeu global du football européen qui s'élève de jour en jour. Exactement. La concurrence est beaucoup plus forte. Et moi, c'est là où on en vient, la transition. J'ai peur pour 2026. Ligue des Champions, quand tu vas avoir des gros matchs, des gros matchs à gros coefficients, qu'est-ce qu'on va montrer comme visage ? Est-ce que toi, un petit message pour ceux qui nous suivent, comment tu vois, parce que les gars ici c'est team pessimiste, hein. De toute façon avec ce que nous a montré le Real, tu peux pas faire les éloges du Real, je suis désolé. Là c'est team pessimiste. Qu'est-ce que tu vois pour 2026 ? Est-ce que Xabi saute vraiment ? Est-ce qu'il y a un monde, un miracle où il reste et je ne sais par quel miracle il peut repartir ? On peut réenclencher la machine parce que j'ai cru voir que il y avait des accolades, ça va un petit peu mieux. Les déclarations après City, on est tous derrière le coach, on est avec lui. Mbappé, très très fort en communication. Hein. Par contre, pour les replis défensifs, oui, en 2026, on va mourir sur le terrain pour ce fanion. Mais arrête, s'il te plaît. J'avais vu une photo, je crois, c'était en début de saison où il faisait un peu ce pressing à la Dembélé, là où il était un petit peu en mode guépard, prêt à bondir. On l'a vu quoi, 2 matchs ? Et puis derrière, il retombe dans ses travers. Le match contre Séville, est-ce qu'on peut en parler aussi mais... l'égoïsme. Mais ça, c'est pas normal que je vous dise, moi. C'est pas normal. Record par record, ton record, tu peux l'avoir tout en jouant collectivement et en respectant le jeu. En respectant le jeu. C'est pas interdit. Quand on regarde, comme tu as dit, le Bayern, le PSG, chacun respecte le jeu et les choix dans le dernier tiers. Et quand il faut la donner, il faut la donner. Le mec, il joue avec la tête dans le guidon, en fait. Il regarde pas ses coéquipiers. Mais c'est surtout que c'est pas un... Tu sais, généralement, les records, tu vas les péter au dernier match de Liga. Et on s'en fout. T'es deuxième, t'es premier, le championnat, il est joué. Les gars, on perd là contre Séville, là. Xabi, il saute. Bah oui. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité du... Mais les joueurs sont déconnectés. Hein. Et Kylian Mbappé, il en a conscience. On peut se le dire. Je pense qu'il est quand même assez au courant de ce qui se passe. Et le mec, en a rien à foutre. Et derrière, c'est Vini qui prend les sifflets. Enfin, je sais pas si on se rend compte aussi du
Les joueurs Parce que sont Vini, il se fait déconnectés siffler, pour moi. et j'ai pas de souci avec ça. Il y a l'accumulation sur Vini. Mais Vini, il peut faire une passe des 1 but, là, si Mbappé, il fait pas le match qu'il fait contre Séville, là. Ouais, il y a Vini qui est bien passé, il lui met pas et... Non, mais faut se rendre compte dans quel marasme on est et croire à quelque chose en 2026. Ouais, faudrait être un fou. À mon sens, Xabi Alonso, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Tu le vires pour prendre qui? Quoi de mieux? Je sais pas. Tu le gardes jusqu'en 2026 pour faire quoi? Le mec, il va être cramé. Tu vas le tuer. La relation avec les joueurs, les relations avec la direction. Il a perdu la confiance de Florentino Pérez. Donc, sauf s'il gagne la Ligue des Champions, qu'on se le dise. Sauf s'il gagne la Ligue des Champions, je suis sûr que même s'il reste à l'été 2026, s'il y a un candidat qui se libère, les gars. Même si tu remportes une Liga à l'arraché, tu arrives à gagner des matchs, tu remportes ce deuxième Classico ou tu fais un nul contre l'Atlético, faudra avoir dans le contenu parce que l'attitude. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que, excuse-moi, mais le pire, c'est que le contenu au Real, on s'en fout historiquement. Ouais, le plus important, c'est pas le contenu. Le plus important, c'est d'avoir une équipe connectée avec ses fans, qui représente la valeur du Real Madrid. C'est-à-dire la fameuse phrase de Bernabéu, mon maillot blanc peut être taché de boue, de sang, mais jamais de honte. Le jeu en lui-même, le contenu, tant mieux si on a un entraîneur qui prône le jeu protagoniste, c'est très bien. Mais moi, les séquences à la Carlo Ancelotti 23-24, où tu défends comme des chiens, où chaque transition, tu les joues bien, où tu fais l'effort pour ton copain à côté, et que techniquement, t'as des moments de lumière, mais ça me va, moi. Mais moi, ça me dérange pas non plus. Mais là, on est arrivé à un stade où même ça, on le voit plus. C'est ça que voilà, et là, le vrai problème. Et c'est là où les Madridistas ne se retrouvent plus dans cette équipe, et c'est là où Xabi Alonso, sauf que Xabi Alonso, il peut pas réussir à reconnecter l'équipe avec les fans parce que l'équipe n'est pas connectée à Xabi. Donc c'est ton Wi-Fi, il passe pas. Donc ça ne fonctionne pas. Donc le problème dans le contenu, c'est pas voilà. Mais même si tu la regardes, on a fait 3 victoires de suite. Mais les 3 victoires, on est tous là en train de s'énerver parce que tu le vois que les joueurs ils s'en foutent royal. Mais moi mes débriefs, ils ont des tons de défaite en fait. Bah voilà, alors que normalement quand le Real gagne, c'est finito, on n'en parle pas, c'est ce que je disais au mois d'octobre. Je disais mais vous savez qu'il y a quand même un truc bizarre, je disais ça en vidéo avec Pablo. Je disais mais Pablo, normalement quand on gagne au Real, bah il y a rien qui sort. On parle de rien en fait. Et là dans la presse, tous les 2 jours, alors que t'es à 6 sur 7, alors que t'es à 8 sur 9, tous les 2 jours, un truc, Xabi, Vini, il y a des joueurs qui sont pas contents. La nutritionniste, etc. Non. Voilà. Et donc en fait, là moi c'était pour ça que tout au long de mon process d'analyse, que ça soit depuis l'été, la bombe à retardement et jusqu'aux premières victoires, à chaque fois on me disait, je sais pas, tu trouves pas ça quand même bizarre? Normalement, quand le Real gagne, il n'y a pas un bruit. Et là, peu importe les résultats, peu importe qu'on gagne, peu importe que la manière soit pas très convaincante, parce que non plus le début de saison, on a dit que c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Exactement. On était déjà en train de dire, il y a des trucs qui vont pas, il y en a qui disaient, mais tranquille. Voilà, ils disaient, tranquille, il faut laisser le temps. On disait, oui, c'est vrai, on va laisser le temps. Puis après, tu prends l'Atlético. Dans les gros matchs, on n'est pas encore prêt. Ouais, ça commence à être chaud. C'est parce que cette équipe, elle est plus connectée. Donc pour moi, la saison est achetée. Peu importe ce qui va se passer, cette saison est déjà à jeter, sauf miracle, et tu vas chercher la LDC. La Liga, ça dépend du Barça, ça dépend pas de nous, à mon sens. Si le Barça baisse de régime, alors peut-être qu'il y aura une opportunité à aller chercher. Voilà. Mais je pense pas que nous, on aura le rythme pour revenir. Et en fait, il n'y a pas de bonne solution. On est arrivé dans une impasse où peu importe ce qui va se passer, dans tous les cas, ça va me saouler. En plus, le Mercato 2026, je suis très curieux de savoir comment ils vont s'en sortir, sachant qu'ils auraient pu déjà commencer en 2025. Il y aurait peut-être eu moins de dossiers chauds, en fait, en 2026. T'as Rodrigo. Voilà. Vini, Rodrigo, qu'est-ce que tu fais avec ton milieu de terrain? Et ouais, c'est bien d'étaler peut-être sur 2-3 ans la progression sportive, plutôt que... Là, 2026, voilà. Donc non, je suis extrêmement pessimiste. Pour être totalement transparent avec vous. T'es aussi réaliste. On est aussi réaliste. T'es pessimiste et réaliste. On essaye. Tu sais que ce qu'on a vu là, ça va être compliqué. T'es en droit d'être pessimiste et réaliste parce que en fait, ce que nous a montré dans quelle direction on va, on va se prendre un mur cette saison encore une fois. On se dirige encore peut-être vers une saison blanche. La Liga, comme t'as dit, le Barça, pour moi, ils ont un effectif limité. Il y a un monde où tu peux essayer de les concurrencer. Il y a une chance. En Ligue des Champions. C'est encore des facteurs différents, tout dépend de ton parcours, mais on est trop en retard. Tu tombes sur un Arsenal, un Bayern, un PSG, qui tu veux. En match aller-retour, tu te fais sauter, c'est quasi sûr. Donc, on verra. Moi, je pense que Xabi Alonso va rester parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Pas parce qu'ils ne veulent pas le garder, mais il n'y a pas d'autre solution. Tu mets Arbeloa, mais à quoi bon? Ça va servir à rien. C'est la même chose. Donc, et moi, je vais surtout aussi regarder l'attitude des joueurs, le comportement. On verra. On verra en 2026, mais je suis assez pessimiste tout comme toi, en fait. Et pour conclure, en fait, c'est finalement, cette équipe est incoachable, quoi.
T'es en train de me dire, si on résume un peu le truc. À l'heure actuelle, à l'instant T. Il y avait qu'un seul mec qui pouvait la coacher. Et il s'est fait virer l'année dernière. À mon sens. Qui allait bien avec la mentalité de ce club, quoi. C'est ça. Donc, il y a qu'un seul mec qui pouvait supporter les caprices de la direction, toujours en laissant couler parce qu'il est tellement reconnaissant du Real Madrid de l'avoir sorti d'Everton. C'est ça la réalité. Hein. Et le club est tellement reconnaissant aussi de Carlo Ancelotti que malgré une période de transition, tu ramènes 2 LDC. C'est fort. Même si les joueurs ils sont pour beaucoup, hein, mais c'est très fort. Mais c'est la seule philosophie qui pouvait convenir à ce genre de joueur, c'est voilà, le football appartient aux joueurs. Faites, moi je mets en place un petit truc défensif, le pouvoir de l'amitié, la Carlo, voilà, mais ça a pas marché l'année dernière. Et tu ramènes Xabi, moi j'étais en mode trop bien, mais je suis pas sûr qu'avec cet effectif là. Pourquoi on le ramène finalement en fait pour avoir ça derrière quoi. Mais c'est parce que la direction elle cherche des peut-être une opportunité, ouais, je sais pas. Non, mais c'est en mode on va faire plaisir aux fans. Il faut éteindre le feu. Ils ont senti que Carlo, tout le monde commençait à s'agacer. Voilà, fini. On termine ça quand même bien. Les adieux sont propres. Simplement, c'est les joueurs qui ont abandonné Carlo. Enfin, faut se rendre compte quand même que c'est les joueurs qui ont abandonné Carlo l'année passée. Parce que maintenant, on le sait. On a la vérité. Il y en a qui disaient, ouais, mais c'est Carlo qui ne contrôlait plus rien. Il travaillerait à l'entraînement. On leur a mis un mec qui bosse. Ils veulent pas bosser quand même. Donc, maintenant, on n'est plus aveugle. On n'est plus dupe. On le sait, c'est les joueurs qui ont abandonné Carlo l'année dernière, et c'est les joueurs qui abandonnent Xabi Alonso maintenant. Donc, le problème, c'est les joueurs, mais le problème aussi, c'est que tu as une direction, une institution qui est censée être la plus grande du monde, où désormais, dans la même phrase, on peut caler le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, sans sourciller. Parce que le Real Madrid commence à ressembler à ce genre de choses, en laissant autant de pouvoir à ses joueurs. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que tu t'entraînes comme t'es dirigé, et tu joues comme tu t'entraînes. Il y a une phrase en NBA qui dit si vous avez un bon board, si vous avez un bon propriétaire et un bon board, vous pouvez dormir tranquille. Vous aurez sûrement des moments compliqués, c'est le sport cyclique, mais tu peux dormir tranquille. La direction peut-être que n'est plus le sportif n'est plus sa priorité et qu'il y a tous les autres aspects. Déjà il n'y a pas de DS dans cette équipe, ça c'est lunaire aussi. On est d'accord, t'es d'accord avec moi, il n'y a pas de directeur sportif au sein du Real Madrid. Non, il y a un responsable du recrutement qui est Johnny Calafat. C'est encore différent. Mais c'est différent. Il n'y a pas de nutritionniste. On est en 2025 quand même. Tu me diras, ça a fonctionné comme ça. Donc après, est-ce qu'on peut réellement... mais c'est le problème, en fait. C'est le problème, c'est que le Real Madrid a... Tu vois, ça me fait penser, je faisais souvent ce comparo, la fin de l'ère Valverde au Barça, Messi, Ter Stegen, les deux te sauvent. Et te font aller en demi-finale de LDC. Messi, il te cache toute la misère du monde du Barça parce que l'effectif est naze. Les recrutements, ils sont nazes. La gestion financière, elle est naze. La communication, elle est naze. Mais il y a Messi. Ouais. Et il y a Ter Stegen qui, à ce moment-là, est incroyable. Et Messi, il est parti, mais... Regardez le Barça, enfin, ça gagne encore des titres parce que nous on est nuls, on va pas se mentir. Mais le Barça financièrement c'est une catastrophe. L'effectif, si on le regarde froidement, heureusement que Rafinha est devenu, et je ne sais pas par quel miracle, l'un des meilleurs joueurs du monde et qui a Lamine Yamal et qui sont un excellent centre de formation. Mais c'est pareil pour nous. Nous c'est plutôt dans les résultats en fait qu'on s'est sauvé. On était censé rien gagner pendant 5 ans. Mais le problème, c'est que Benzema, il a décidé de faire une des meilleures saisons de l'histoire. Complètement. Et que Toni Kroos, il a décidé de faire aussi l'une des meilleures saisons de l'histoire, tout en ayant deux mecs de 20 ans et 22 ans, Vini et Bellingham, qui ont décidé d'être plus forts que le reste de la planète. Se sont alignés, quoi. Mais 23-24, c'est vraiment un succès collectif aussi. Je trouve que c'est une équipe extrêmement sous-cotée. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures équipes. Tu fais seulement 2 défaites, hein. Non, mais c'est lunaire. Non, mais voilà. 23-24, c'est lunaire. Autant 21-22, on est sur de l'irrationnel complet. Voilà, c'est Karim avec Vini, avec Carlo, pouvoir de l'amitié, le chewing-gum, voilà, mais c'est Karim. Le sourcil. Mais donc ces 2 derniers succès t'ont convaincu dans une politique sportive, économique et qui t'amène à aujourd'hui te taper le mur que t'aurais dû te manger il y a déjà 2-3 ans en fait. Donc on a juste pris du retard, c'est tout. Et 23-24. Et on devait le rattraper cette année. Il y a un visuel où t'as tous les joueurs qui sont à plus de 10 ou 15 buts. Hein. J'avais vu ce visuel en 23-24. Rossellou, 17 buts. Je crois que c'est Bellingham, 23. Vini, 22. Rodrigo, 17. Ils sont presque tous en double-double. Hein, en 23, et Brahim aussi. Brahim aussi. Donc là, quand on regarde, moi j'ai vu la stat passer. 2025, les meilleurs buteurs du Real. Je pense que tu la connais. Ouais, bien sûr. Voilà. Mbappé, 59. Le deuxième, c'est Vini à 13. Ouais. On se régale. Maintenant, tu combines tous les mecs, c'est 59. Et bon, après, il y en a certains qui vont dire Mbappé est le problème, il est arrivé. Moi, le problème est beaucoup plus profond et ça vient de beaucoup plus haut. Voilà.
Bon, on a fait bientôt plus d'1 heure. Merci à toi, Victor, pour ta disponibilité et ton temps. C'était très, très clair et très précis. Et merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. En tout cas, c'était un plaisir. Et plaisir partagé, merci beaucoup. On se refait ça quand tu veux. Ça fait du bien aussi de se remémorer un peu toute la saison là. Ouais. De se faire un gros bilan. Bon, ça fait pas plaisir parce que on n'a pas dit grand chose de positif. Mais au moins, voilà, c'est un bon travail à faire. J'espère que certains dans les commentaires pourront nous dire des choses positives. Peut-être qu'on a éclipsé malgré tout, histoire de mettre un peu de baume au cœur aux gens. La barre de commentaires est faite pour. Venez exprimer votre sentiment sur ce début de saison aussi. On vous lit. Et puis, retrouvez un Victor sur le JDR. Très actif. Ils sont très, très actifs. Tous les jours, il y a des vidéos, il y a du contenu. On va donner de la force aux frangins. Et puis, de toute façon, nous, on se revoit pour d'autres vidéos. Et puis, passez de bonnes fêtes. Et puis, on se revoit en 2026, les gars. Peace. Ciao, ciao.